Bonjour tout le monde, plutôt bonsoir. Je m'appelle Samuel Bernier. Je suis un designer industriel, designer plus particulièrement chez OnePoint. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler d'IoT, plus particulièrement en tant que designer, des outils d'IoT disponibles pour les designers, les makers, les artistes. Alors, je vais être très franc avec vous. Il y a à peine 6 ans, vous m'auriez dit IoT, j'aurais répondu IO quoi? Tout simplement parce que même en tant que designer industriel, qu'étudiant en design industriel, l'idée des objets connectés était encore relativement nouvelle dans le processus de création des designers industriels. Je me souviens même particulièrement du moment où j'ai fait ma première rencontre ou ma première réalisation des possibilités que pouvaient emmener les objets connectés. Et ça s'est fait par le cadre de mon projet de mémoire. Alors, j'ai une passion qui date, qui est celle de fabriquer les objets moi-même. Donc, au moment de passer mon diplôme, j'ai décidé de prendre deux de mes passions. Le DIY, ce qui est à dire le faire soi-même, et le numérique. Ça a donné cette recherche, Projet RE, le DIY à l'ère du numérique. Bon, je ne suis pas allé très loin pour trouver le nom. Mais dans cette recherche, j'ai essayé de justement déterminer quels étaient les nouveaux outils disponibles pour fabriquer soi-même les objets aujourd'hui. Donc d'abord, qui connaît le terme DIY? Qui est familier? À peu près tout le monde. L'humanité, bon, un petit rappel. Le DIY, ou en anglais Do It Yourself, traduction littéraire faire soi-même, consiste à fabriquer soi-même un objet plutôt que d'aller l'acheter en magasin. Dans cette recherche, je me suis aperçu qu'il y avait à peu près 3 grands outils qui venaient s'ajouter à l'ère du numérique pour créer une nouvelle sorte de DIY. La première, qui était la plus évidente, on était en 2011, c'était l'émergence des machines de fabrication numérique à fabriquer soi-même, des machines de fabrication numérique open source. Un des exemples les plus connus aujourd'hui, ça reste la fameuse imprimante 3D RepRap. Alors la RepRap, c'était une des premières imprimantes 3D open source qui venaient récupérer les devis que Stratasys, l'inventeur de l'imprimante 3D des pots de fil, venait de laisser tomber dans le domaine public pour créer une machine à partir de pièces standards dont on pouvait imprimer les pièces. Par exemple, vous voyez tous les petits connecteurs en plastique là étaient imprimés sur une autre RepRap. Donc l'idée de la RepRap, c'est d'avoir une machine qui puisse en fabriquer une autre, une machine clonable. Dans les machines de fabrication numérique aussi, à part l'imprimante 3D dont on a beaucoup parlé les 5 dernières années, la fameuse fraiseuse numérique. Alors, la fraiseuse numérique, pour faire simple, c'est une machine de sculpture 3D. Ça permet de prendre un bloc de matière et avec le même type de fichier que le fichier d'impression 3D, on vient enlever de la matière pour créer des objets qui peuvent être faits en métal, en bois, en mousse. Vous voyez, typiquement, cette fraiseuse numérique open source a un squelette lui-même fait grâce à une fraiseuse numérique. Donc c'est encore dans l'idée de la RepRap, de la machine qui permet d'en fabriquer d'autres. Et il existe même des fraiseuses numériques, des découpes laser numériques. Donc beaucoup plus complexes, on va dire plus dangereuses à fabriquer soi-même. Moi, j'ai jamais tenté l'expérience de fabriquer ma propre découpe laser, mais ça permet, un peu comme la fraiseuse numérique, d'enlever de la matière de façon très précise pour découper des plaques de bois, des plaques de plastique. La deuxième catégorie, je me suis aperçu que la deuxième catégorie venait du cœur même de ces machines, parce que ces machines open source n'auraient pas été possibles sans l'apparition de microcontrôleurs et de sensors open source, avec l'émergence, entre autres, des Arduino. On était assez au début de Raspberry, et dans l'année 2011, on commençait à entendre parler des Littlebits. Donc, ces nouveaux outils permettaient
à des gens qui n'avaient aucune connaissance en électronique de pouvoir faire des premiers prototypes d'objets connectés. Ça a permis, entre autres, voir l'émergence des drones à fabriquer soi-même. Et la troisième catégorie est sûrement, du moins à mon avis, la plus importante, qui, entre autres, est arrivée aussi à l'ère du numérique, en quelque sorte, c'est ce principe de communauté, de gens qui fabriquent leurs propres objets. Et surtout, cette communauté a permis de partager les projets faits au sein de ces communautés. Donc, il y a les lieux physiques, bien entendu, les Fab Labs, les hackerspaces, les makerspaces. Qui ici a déjà mis les pieds dans un Fab Lab? Qui ici est membre d'un Fab Lab? Qui a un Fab Lab dans son entreprise ici? D'accord. On voit qu'à l'intérieur de... Je suis en France depuis quoi, 4 ans. Je suis arrivé à Paris, il existait un Fab Lab. C'est un petit Fab Lab miteux, tout poussiéreux, avec des machines qui ne fonctionnaient pas. Aujourd'hui, on les compte par dizaines. On les retrouve dans les entreprises, on les retrouve dans les écoles, on les retrouve dans les communautés. Elles peuvent être subventionnées par leurs propres fonds. Des fois, il y a des fonds externes. Et on arrive vraiment de nos jours à faire à peu près tout dans les Fab Labs. Le concept d'origine du MIT, quand ils ont inventé ce concept de Fab Lab, c'était justement de créer des hubs où on peut fabriquer à peu près n'importe quoi. Dans ce principe de communauté, il y a aussi les communautés événementielles. Par exemple, je crois qu'en France, vous connaissez bien Maker Faire. Qui est déjà allé à Maker Faire ici? Ah, c'est pas trop mal. Qui est déjà allé à un Fab Lab Festival? Un peu moins, très bien. Qui a déjà fait un hackathon? Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont fait des hackathons. Maker Faire, Maker Faire, c'est un concept américain qui est né à peu près en même temps que le Maker Movement. Et c'est une journée, un week-end où des makers de différentes communautés, de différents pays, différents Fab Labs, différentes écoles se retrouvent pour partager leurs projets. Bienvenue. Pour partager leurs projets, critiquer ceux des autres, les mettre en comparaison. Dans une Maker Faire, on retrouve autant des drones que des IoT, des projets d'impression 3D et même quelques projets professionnels. Et la dernière partie de la communauté, c'est bien entendu la communauté Internet. Il existe aujourd'hui des centaines et des centaines de sites web où les gens peuvent aller publier, partager leur code, leurs fichiers d'impression 3D, leurs projets. Thingiverse pour l'impression 3D. Bon, je ne vais pas tous les nommer, mais on a vraiment un paquet. Il y en a un qui se démarque particulièrement, pour moi, c'est Instructables. Instructables, c'est un site web qui a, je crois, une quinzaine d'années aujourd'hui et qui est très vaste. On peut autant retrouver des recettes de cuisine que des projets de robotique, des projets de cosplay. Et mon fameux projet de diplôme, de recherche de diplôme, c'est beaucoup centré autour de ce site web. Tellement qu'à un moment, je me suis dit, je vais les contacter. Je vais leur demander de commenter ma recherche et de m'aider à aller un peu plus loin, à mieux comprendre cette communauté de makers, de Fab Lab. Donc, je leur ai envoyé un petit mail et j'ai eu une réponse. Réponse surprenante qui venait directement du CEO. Il faut savoir qu'à l'époque, en 2011, Autodesk venait de racheter le site web Instructables. Vous connaissez tous Autodesk, le géant du logiciel, AutoCAD, tout ça. Alors, Autodesk venait de faire un rachat stratégique, racheter Instructables pour sa communauté, dans le but de pouvoir plus facilement lancer des nouveaux logiciels open source de Maker. Donc, j'ai envoyé mon mail, j'ai reçu une réponse qui est d'Eric Willem, qui me disait « Alors, la meilleure façon pour que tu comprennes l'univers des makers, ce qui se passe aujourd'hui dans l'objet connecté, dans l'impression 3D et dans tout ce qui est le faire soi-même, c'est que tu viennes
ici à San Francisco. Ils sont basés en Californie, à San Francisco. La suite du mail est la partie intéressante. Ils m'ont dit, on est sur le point de mettre de créer un programme d'artistes en résidence avec Autodesk et on a besoin d'une première personne pour l'essayer. Si tu veux, on te prend un billet d'avion, on te prend un appartement et tu viens passer autant de temps que tu veux à San Francisco. Alors, j'étais très content. Le problème, c'est que j'étais en année de diplôme et que ma fiancée venait d'arriver de Paris pour me rejoindre à Montréal. Mais quand même, une semaine plus tard, j'étais dans l'avion et j'arrivais à San Francisco. On arrive bientôt à ma rencontre un peu loufoque avec les objets connectés, avec l'IoT. Parce que la première personne que j'ai rencontrée en arrivant chez Instructables, c'est Randy, le geek aux cheveux un peu sales sur cette image. Randy, en 2010-2011, était déjà célèbre. Qui ici a déjà entendu parler de Randy Sarafan? Alors, c'est normal, personne ne connaît son nom, mais tout le monde a déjà vu au moins un de ses projets passer sur Internet, sur un blog à un moment ou à un autre. Ceux qui étaient sur Twitter en 2009, levez la main. Pas beaucoup de gens qui étaient sur Twitter en 2009. Mais il y a eu un phénomène en 2009, un des premiers objets connectés à se connecter sur Twitter, à avoir un compte Twitter. Et ce n'était pas n'importe quel objet. C'est une chaise de bureau. C'est la chaise de bureau de Randy, auquel il avait connecté une Arduino et un capteur de gaz naturel. Je crois qu'il y a des gens qui commencent à deviner ce qu'il a fait. Alors, Randy, avec son capteur de gaz naturel, a créé la première chaise munie d'un compte Twitter capable de dire quand son utilisateur faisait un paix. Alors, aujourd'hui, la chaise de Randy a 3000 abonnés. Il est déconnecté depuis un bon moment quand même. Je crois qu'il l'a gardé quelques mois et je crois qu'il commençait à être gêné de dire au monde entier le nombre de paix qu'il faisait par mois. Donc ma première rencontre avec un objet connecté était une chaise pétante. Et c'était pas un projet anodin chez Randy, c'est un peu sa spécialité. Randy fait des objets connectés humoristiques, des objets connectés loufoques. Un de mes projets préférés du portfolio de Randy est ce bouton. Donc côté design, c'est très simple, c'est un panic button. Mais qu'est-ce que ce panic button fait? Et c'est un autre truc très simple, mais qui peut servir à pas mal de personnes. C'est que quand un collègue ou un client vient à votre bureau et que vous n'avez pas envie de lui parler, vous avez d'autres choses à faire, vous appuyez sur ce bouton et ce bouton vous envoie un appel sur votre téléphone pour pouvoir dire « Désolé, c'est très important, c'est un client » et se dégager de la discussion. Un autre projet célèbre de Randy, et là c'est plus une connexion, c'est pas une collection. Ce ne sont pas des objets connectés à proprement parler, mais c'est toute sa série de Simple Bots. Et moi, j'ai vraiment une passion pour le upcycling et le hacking d'objets, donc détourner la fonction d'un objet qui a une fonction très précise et en faire quelque chose de complètement différent. Donc Randy a toute une collection, je crois qu'il y a près d'une centaine de petits robots comme ça. Toutes les instructions sont sur Instructables, en step by step. Vous pouvez fabriquer, par exemple, ce porte-poussière robot ou encore ce robot à spatule vous-même. Et il est allé plus loin encore, peut-être trop loin. J'hésite à mettre la prochaine slide. J'ai pas mis les vidéos, vous irez voir les vidéos vous-même, d'accord? Alors, il a fait toute on va dire une série un peu plus intime, d'objets connectés intimes. Bon, le soutien-gorge assez simple. Randy, avec sa copine de l'époque, a créé un soutien-gorge qui se détache à distance. Bon, ça relativement simple à fabriquer. Toujours avec la même copine, en utilisant les tout premiers Little Bits et quelques électroniques supplémentaires, elle a créé cette petite culotte pour pouvoir réveiller sa copine à distance lorsqu'elle répondait pas au téléphone. Et le dernier, qui est un grand classique d'Internet aujourd'hui. Et là, la vidéo est assez phénoménale. Et je sais que c'est Randy, c'est pas du fake, il l'a fait pour de vrai. C'est une ceinture qui, une fois détachée
lance du Barry White par Bluetooth dans la chambre, tamise les lumières et allume avec un jet de feu incroyable toutes les bougies de son appartement. Et bien sûr, la fermeture éclair vient changer le volume de la musique. Bon. Donc quand on voit tous ces projets formidables, on ne pense pas nécessairement à opportunités commerciales. Mais néanmoins, pour ceux qui ont l'habitude d'aller au CES et qui ont aussi l'habitude de ces sites web de DIY, vous remarquerez que souvent, certains de ces projets, ces petits projets open source, finissent quelque part au CES 1 année, 2 années plus tard. J'ai fait une petite expérience. Je suis allé sur un site web qui répertoriait un paquet de projets d'IoT trouvés au CES cette année ou l'année dernière. Et j'ai tapé sur Instructables pour voir s'il y avait une version open source. La recherche était assez intéressante. Donc, un moniteur de plantes, projet classique. Ceux qui ont fait du Arduino ont sûrement déjà fait un moniteur de plantes à un moment ou à un autre. Facile. Un thermostat intelligent, ça commence à être légèrement plus compliqué. Aucun problème, il y a des dizaines de thermostats intelligents à fabriquer soi-même. Là, c'est un peu plus touchy. C'est un système de fermeture intelligente, de fermeture de porte à distance, qui vient se rajouter à un système existant. Alors là, j'ai trouvé un projet qui était quand même assez vieux, et ça se voit. Il existe la même chose pour les interrupteurs de maison, qui viennent s'ajouter à un interrupteur existant. Alors là, on est dans du grand maker. Tenez-vous bien. 2 cerveaux, un Arduino. Même moi, je suis capable de faire ça. Un haut-parleur Bluetooth, rien de plus facile. Après, il y a des trucs un peu plus, les inventions, un distributeur de nourriture pour chiens, contrôlé à distance, automatisé. Pareil. C'est un autre truc tout à fait facile à faire avec de l'électronique de base, un petit moteur. Alors, on tombe dans le plus compliqué, une voiture autonome. Bon, on n'est pas tous prêts à cracher sa voiture pour faire les tests, donc on utilise une voiture électrique. Un thermomètre rectal. Alors, bon, je ne vais pas vous mettre de... J'ai pas trouvé de thermomètre rectal DIY. Par contre, j'ai trouvé un thermomètre que j'espère ne pas être rectal. Alors, je vous ai montré des projets maker, on va dire maker hardcore, maker punk, pour faire simple. D'ailleurs, le DIY est né de la culture punk, est né de la contre-culture punk. L'idée de fabriquer ses propres objets plutôt que de contribuer au capitalisme. Aujourd'hui, c'est un peu différent. On crée nos propres objets pour aller plus loin, pour être plus connecté. Ça sort un peu de l'idée de base du DIY, de la culture punk. Et moi, en tant que designer, ce qui m'intéresse, de ces dernières années, j'ai vu évoluer cet Internet des objets, en partie grâce aux premiers outils dont je vous ai parlé, l'impression 3D, le fraisage numérique, la découpe laser, qui permettent, tout en restant en open source, en digital, de créer des objets qui sont makers, mais qui ne sont pas nécessairement moches pour autant. Par exemple, l'année dernière, quand Deezer m'a demandé de créer un trophée pour eux, je me suis dit, bon, tant qu'à faire un trophée pour Deezer, quand même, la musique numérique, on va faire un trophée qui est un peu digital. Moi et un de mes collègues, on a créé ce trophée qui est entièrement imprimé en 3D avec un boîtier en découpe laser qui suit la musique de votre téléphone quand vous êtes connecté à Deezer et qui module ses couleurs. Un petit projet très simple à faire, même pour des débutants en électronique. Des projets qui sont makers et qui font du upcycling comme la Coolco, qui font une serre DIY pour faire pousser son herbe et qui est, ma foi, très jolie tout en étant un produit 100% maker.
Et même chez OnePoint, avec les nouveaux collaborateurs qui viennent d'arriver, on commence à travailler, créer nos propres projets d'IoT. Un collègue est arrivé au début de la rentrée avec une idée de nous permettre de libérer les salles, les bureaux qui ont été, les salles de réunion qui ont été réservées lorsqu'elles ne sont pas utilisées. On est encore dans nos premiers POC, on a POC version 1, mais grâce aux outils, grâce à l'imprimante 3D, grâce à la fraiseuse numérique, on va pouvoir créer nos propres PCB et faire un objet qui est maker, mais pas moche. Donc, je vais passer le micro à Sébastien qui va pouvoir parler plus en détail de l'électronique Arduino et faire même des petites démos. Parfait, merci Samuel. Alors, pour rentrer un peu dans le... Hop, si j'ai la main, ouais. Pour rentrer un peu dans le concret, on a vu qu'on pouvait créer tout un tas de choses et d'objets. On parle beaucoup d'objets connectés et en effet, un objet électronique tout seul dans son coin, bah, ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment qu'il rentre dans notre quotidien et donc qu'il soit connecté. Alors, s'il y a des makers dans la salle, je ne sais pas si vous connaissez les ESP8266. Oubliez toutes les boards que vous avez pu connaître, oubliez les Arduino, si on a une que vous devez utiliser, tester et je veux dire exploiter, c'est bien celle-là. En gros, c'est un Arduino puissance 10. Concrètement, c'est quoi pour entrer un peu dans le détail technique, mais c'est un processeur 80 MHz avec 96 kg de RAM. Autant vous dire que c'est un microprocesseur qui est ultra survitaminé. Et surtout, ce microprocesseur-là, il a une interface Wi-Fi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment le connecter sur notre réseau, des GPIO forcément, le support du SPI, etc. Donc pour ceux qui font de l'électronique, c'est un vrai microcontrôleur, sauf qu'il est super puissant et en plus, il est connecté en Wi-Fi. Et surtout, c'est son prix. Son prix, en fait, on est sur toute taxe comprise, avec les frais de port, etc. On est environ à 1,50 €, 1,60 € si vous l'achetez par exemple sur eBay ou des choses comme ça. J'en ai vraiment mis partout, moi, chez moi. Faut savoir que vous en avez plusieurs modèles. C'est toujours la même chip, le même microprocesseur. Donc, la seule différence entre tous les ESP que vous allez trouver dans le commerce, c'est notamment la taille de la mémoire RAM, en gros, la taille de votre programme, le format de la carte, s'il y a une interface USB pour le programmer ou pas, les antennes, le nombre de GPIO, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le ESP01. Avec une antenne intégrée, et c'est celui-là qui coûte 1,50 €. Quand vous avez besoin d'un peu plus d'IO et notamment des entrées analogiques, vous avez le ESP07. Bon, il est 2 fois plus cher, on est à 3 €, donc il faut sortir le budget, quoi. Ensuite, on a le ESP05. Là, il est génial parce qu'il est tout petit, 1 cm 6 sur 1 cm 6. Notamment, je les ai mis dans mes drones. Donc mes drones, comme ça, sont connectés dans ma maison. Et donc, c'est assez rigolo. C'est que quand il fait nuit et qu'on démarre les drones, en fait, il y a toutes les lumières du jardin qui s'allument. On peut décoller, atterrir. Et quand on coupe les moteurs, les lumières s'arrêtent. Bon, c'est complètement geek, mais bon, pourquoi pas. Donc, vous en avez énormément, des ESP produites par cette société-là, iThinker. Vous avez aussi d'autres types d'ESP, notamment, si vous démarrez, je vous conseille celle-là. La Wimo D1 Mini, elle est géniale parce qu'en fin de compte, vous avez vu qu'il y a une interface USB dessus, donc une interface FTDI qui va vous permettre en gros, de prendre un câble USB, de le brancher sur votre ordinateur, de pouvoir téléverser votre programme dessus très facilement. Que les autres, il va falloir en fait utiliser des cartes de programmation. Pour tout ça, vous retrouvez notamment sur mon blog un dossier complet qui vous explique comment faire. Une autre aussi, la SparkFun. Pareil, avec un chargeur LiPo, donc vous pouvez brancher des batteries dessus, donc c'est plutôt sympa. Pour le développement, soit on l'utilise en mode modem, ce qui a peu de sens, c'est-à-dire en gros, on utilise un Arduino pour être notre cerveau, et on utilise l'ESP comme juste un modem Wi-Fi. Bon, ça a peu de sens parce que comme vous avez vu, c'est une puce survitaminée, donc autant l'utiliser en mode autonome, et on peut développer dessus en C, en C++, en Arduino, en Python, en Lua, enfin il y a tout un tas de choses, et je vous invite à découvrir ça en fait sur mon blog ici, sébastien.1.fr/découverte-ESP8266, et je vous explique tout ça. Ok, on a des petites puces, pas chères, à peine quelques euros, connectées en Wi-Fi. Maintenant, comment on l'insère dans notre écosystème? Parce que le problème, c'est que vous allez devoir tout refaire. C'est bien beau d'avoir une interface Wi-Fi, mais en fin de compte, après, qu'est-ce qu'on fait? On expose des services, TCP, HTTP, on consomme du service ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, on va devoir refaire, en fait, réinventer un peu la roue.
Et j'ai conçu depuis maintenant plus de 2 ans une plateforme qui s'appelle Constellation et qui est une plateforme d'interconnexion des objets connectés, des services et des applications. Parce qu'en fin de compte, autour de nous, on a de plus en plus à la fois de services, mon agenda Exchange, mon compte Facebook, tout un tas de choses, et on a aussi tout un tas d'objets, que ça soit dans ma maison, que ça soit dans ma voiture, que ça soit autour de moi, etc. etc. Et le problème, c'est que chacun est dans son coin, personne ne se parle. Résultat, d'un point de vue utilisateur, on se retrouve avec des dizaines d'applications. J'ai une application pour ma voiture, une application pour mes lampes Philips, une application pour mon thermostat, etc. etc. En plus, on n'a aucune intelligence, parce qu'en fin de compte, personne ne se parle. Quand je rentre chez moi, ok, tout est connecté, mais si jamais j'ai pas cette interconnexion, grosso modo, il se passe rien. Ou alors, je dois sortir toutes mes applications pour allumer les lumières, remonter le chauffage, etc. Et en plus de ça, pour les développeurs et pour les makers, on se retrouve avec plein de services et plein d'API que je vais devoir implémenter. Et en plus, je vais devoir les implémenter en fonction des technologies sur lesquelles je veux l'implémenter. Typiquement, si jamais je veux interagir avec mon thermostat Nest, depuis un Raspberry Pi, je vais devoir, par exemple, exploiter le service Nest en Python. Si je veux faire la même chose maintenant avec une petite puce ESP, je vais devoir refaire le même boulot en C++. Bref, à chaque fois, en fait, c'est compliqué, une perte de temps. Et en fin de compte, d'un point de vue maker, moi, je veux ajouter de la valeur ajoutée dans ma maison ou dans mon entreprise, et je passe tout mon temps à gérer des problèmes techniques, de me dire, tiens, quel protocole, comment, la sécurité, je la gère comment, etc., etc. Et en fin de compte, au lieu d'avoir, en fin de compte, l'usage qui vient driver, au lieu d'avoir la techno qui drive l'usage, on a l'usage qui drive la techno. D'accord? Donc, l'idée, c'est pas de se dire comment je fais pour, c'est je le fais. Peu importe de savoir comment. Il faut que j'ai les technologies qui, justement, me donnent cette couche d'abstraction pour simplifier et pour penser à l'usage et non pas à la technologie, à comment je vais le faire techniquement, plutôt. Je vous prends un exemple. J'ai une petite LED ici pilotée par un Arduino. En combien de temps vous êtes capable de piloter cette petite LED à travers une page web, à travers votre montre connectée ou à travers un smartphone? Avec Constellation, vous avez juste une ligne de code, il y en a environ pour 10 minutes. Sans Constellation, il faudrait qu'on commence à développer un web service dessus. En reste, il faut l'exposer, retenir l'adresse IP, implémenter ça, il faut prendre en main le SDK Tizen, etc. Enfin bref, à mon avis, en 10 minutes, vous n'y êtes toujours pas. Combien de temps pour que mon petit ESP Arduino pilote une voiture Tesla ou un thermostat Nest? Là, avec Constellation, vous en avez pour juste une ligne de code. En 5 minutes, enfin même pas 5 minutes, le temps d'ouvrir le SDK, vous pilotez. J'ai un ami qui a la chance d'avoir une Tesla, donc on s'amuse beaucoup ici, de faire klaxonner ou augmenter le chauffage avec un Arduino, voilà, c'est une ligne de code. Donc cette solution, c'est justement Constellation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de Constellation parce que ça serait vraiment long et en quelques minutes, on n'aura pas le temps. Juste pour vous dire qu'en gros, il y a 3 grands principes. C'est une plateforme d'orchestration qui permet de déployer différents packages, dans ce qu'on appelle des applications, des services, sur un ensemble de devices qu'on appelle des sentinelles. Il y a un système de communication qui permet d'exposer des méthodes sur tout type de système et que chacun de ces systèmes-là connectés à Constellation puisse appeler ces méthodes. Autrement dit, un Arduino peut appeler une fonction Python. Un Python peut appeler une fonction d'une application de WPF qui tournerait sur qu'on appelle ça un HoloLens Windows 10. De même que lui peut appeler une fonction d'un Arduino, etc. Et on a un système de partage de données où chaque application, chaque objet ou chaque service peut publier des données dans Constellation et les mettre à disposition en temps réel des autres systèmes connectés dans Constellation. Donc, je vous fais, vous avez donc un SDK qui est disponible carrément intégré dans Visual Studio. Donc, c'est au niveau de l'expérience utilisateur, enfin développeur plutôt assez bien intégré. Je vous fais une très très courte démo parce que ça va être un peu long sinon. J'ai par exemple ici, hop, si je reviens. J'ai par exemple ici un Arduino qui développe en Arduino un petit peu. Donc on va aller vite. Regardez ici, j'ai juste une méthode Digital White qui me permet d'écrire sur une GPIO pour allumer ou éteindre une lumière. Et ça, je vais tout simplement l'exposer dans Constellation. Donc je dis, cette méthode-là, tu vas l'appeler cette LED. Je lui donne une description. Je lui indique que j'ai un seul paramètre ici, c'est un booléen, donc c'est-à-dire vrai ou faux, tu allumes la lumière. Et en fonction de cette valeur-là, je vais piloter ma LED. Une fois que je démarre ce petit bout de code-là, je vais être capable, dans la console Constellation, de pouvoir découvrir l'ensemble des fonctionnalités de l'ensemble de mes objets, de mes applications et de mes services que j'ai connectés dans ma Constellation. Donc là, on va retrouver ici notre petit objet, cette LED, qui va me permettre ici d'avoir un formulaire de test
pour, ici, vous le voyez, allumer ou éteindre la lumière. Ce qui est intéressant, c'est que cette fonctionnalité d'allumer une LED, eh ben, je vais pouvoir, par exemple, l'invoquer en C#. Donc, j'ai un petit générateur de code ici qui me permet, bah, tiens, vous faites une application pour Windows 10, vous voulez invoquer cette méthode qui est une méthode Arduino en Windows 10, vous avez la petite ligne de code. Si vous voulez appeler ça depuis un Raspberry, par exemple en Python, vous avez la petite ligne de code, etc., etc. Alors, forcément, on peut ici venir prendre différentes, comment dirais-je, applications. Ici, vous avez derrière moi une application web, d'accord? Vous avez ici une application, hop, si j'y arrive, qui est en Tizen, donc c'est pour les Samsung Galaxy. Et ici, vous avez une application qui est une application Android. Et vous voyez que quand j'appuie sur un des boutons, vous avez toutes les interfaces qui se mettent à jour pour allumer la lumière. Et bien sûr, si j'éteins par exemple la lumière avec l'application Tizen, la lumière de mon Arduino, la petite LED, s'est éteinte et toutes les interfaces se sont également mises à jour. Donc vous avez un système qui permet d'invoquer des méthodes et de partager des données, tout ça en temps réel sur différentes technologies de développement. Donc concrètement, l'idée c'est quoi? Bah déjà, en termes de maker, c'est d'accélérer le prototypage. Au lieu de passer notre temps à gérer des problèmes techniques, là on dit juste, ok, j'ai une LED, j'expose la fonctionnalité d'allumer ou d'éteindre cette LED, et tout le monde, peu importe la technologie, vont pouvoir jouer avec cette méthode-là. Donc de ce fait-là, toute la tuyauterie technique, on l'oublie. Maintenant, est-ce que ça sert à quelque chose avec sa lampe d'éteindre ou d'allumer une LED? Non, en soi, c'était juste pour la démo, mais vous doutez bien que ça vous laisse la possibilité maintenant de passer votre temps sur des choses qui ont réellement de la valeur. Et donc, notamment, par exemple, de se focaliser sur l'usage et les interfaces utilisateurs. Comme vous l'avez vu, je me suis amusé ici, pour vous, à vous créer une petite page web, une application Tizen ou Android, en quelques minutes, qui, en une ligne de code, est capable d'appeler cette fonction Arduino-là. Donc, on peut vraiment aller loin. Moi, par exemple, je me suis amusé à la maison. Bon, ici, l'application Ionic que je vous ai montré, mais à la maison, par exemple, je suis allé un petit peu plus loin. J'ai pris une tablette Android, je l'ai mis dans un Android ou d'ailleurs Windows 10, vu que c'est du web derrière. J'ai mis ça dans un petit morceau de bois que j'ai repeint avec les chutes de peinture que j'avais dans ma cuisine. Comme ça, le côté WAF, c'est plutôt pratique parce que c'est assez invisible. Et c'est juste une page web avec du Bootstrap qui affiche l'ensemble, ce que j'ai appelé dans cette constellation les state objects. Et donc, dans une interface unique, j'ai l'ensemble des données de tous les objets et des applications de mon écosystème Constellation. Je peux faire la même chose avec un miroir. Dans mon entrée, j'ai caché en fait dans un miroir un petit ordinateur avec une petite Kinect dessus, et puis voilà, comme ça me présente l'ensemble des informations de la maison, très pratique, notamment le matin pour afficher les informations sur le calendrier, sur le temps de trafic pour aller au boulot, etc., sur la température, est-ce qu'il va pleuvoir dans la journée. Il y a une petite Kinect avec reconnaissance vocale. J'ai connecté très dernièrement les Microsoft Cognitive Services dans Constellation, ce qui permet au miroir de connaître aussi vos émotions. Donc, est-ce que vous êtes content, en colère, etc. Et donc, en fonction de ça, il peut adapter en fait les scénarios de la maison. Mon application ici sur ma Samsung, qui va un petit peu plus loin que ce que je vous ai montré, je peux accéder, en fait, alors ça c'est super pratique, quand vous regardez la télé, vous n'avez pas la télécommande à proximité, on peut régler ici avec le cercle directement le volume de l'ampli, gérer le thermostat, etc., etc. Encore une fois, je n'ai pas sur Tizen dû me connecter sur le thermostat, sur la voiture, sur mon home cinéma. Tout ça est déjà connecté dans Constellation. Tout ce que j'ai à faire, c'est de consommer les fonctionnalités de Constellation. Alors de ce fait-là, on capitalise sur les connecteurs, parce qu'on comprend bien qu'à partir du moment où on connecte quelque chose, peu importe sa technologie, dans Constellation, tout ce qui est déjà connecté peuvent en bénéficier. Donc on a une sorte de mutualisation du code et de parallélisation du développement multi-technologie. Typiquement, ma petite puce ESP, comme je vous le disais, peut accéder au calendrier Exchange, peut accéder à la météo, peut accéder au Nest, à la Tesla, etc., dans un langage universel sans aucun effort. La voiture qui est faite. On peut donc intégrer des objets propriétaires ou des objets homemade, c'est ce que je vous ai montré, avec déjà, dans le catalogue de package, tout un tas de connecteurs qui ont déjà été développés par moi-même ou la communauté, par exemple pour accéder à l'Exchange, au calendrier, pour accéder et piloter des lampes U, pour piloter en fait le Nest, des caméras. On a aussi du Link, par exemple, qu'on appelle maintenant chez Microsoft Skype for Business, qui permet typiquement, je peux téléphoner à ma maison pour lui demander d'ouvrir la porte de garage quand je rentre, etc., etc.
C'est multi-connecteur et multi-technologie. Donc, on a des API sur .NET, sur Mono, sur Gadgeteer, sur Micro-Framework, sur de l'Arduino, comme je vous l'ai montré, sur du Python, très pratique quand vous faites du Raspberry, sur du JavaScript, etc. Il y a même une interface HTTP, donc potentiellement, toutes les technologies sont ouvertes. Donc, quelques exemples que j'ai fait à la maison, parce que comme tu le disais, des fois, on va trouver dans le commerce des objets, mais des fois, c'est complètement hors de prix, donc vaut mieux le faire nous-mêmes. Typiquement, un capteur de luminosité, ça vous coûte donc 1,50 € plus le capteur 1 €. Donc en gros, il y en a pour 4 € je crois d'électronique et de la boîte, parce qu'il fallait un truc un peu WAF. Et comme tout est blanc chez moi, j'ai dû prendre un petit boîtier blanc. Le boîtier coûte 12 €, quoi. Donc bon, vous voyez un peu le rapport. Enfin, tout est dans le boîtier. Donc lui publie les informations sur la luminosité ambiante, et de ce fait-là, ça va permettre à la maison d'adapter les scénarios. Quand est-ce qu'elle doit allumer les lumières, quand est-ce qu'elle doit fermer les volets, etc. Ici, par exemple, je m'étais amusé à faire avec un Raspberry un système qui va tout simplement photographier mon compteur d'eau, faire une analyse OCR, et en fonction de ça, pouvoir informer justement la maison sur la consommation d'eau. Ça va permettre de faire plusieurs choses. Envoyer tout ça, par exemple, dans des systèmes de reporting. Envoyer tout ça sur des systèmes d'alerting en cas de fuite. Ou carrément, moi, ce que je m'étais amusé à faire, c'est ma salle de bain est connectée, enfin, du moins, le système sonore de la salle de bain est connecté en constellation. Donc, on est par exemple capable d'aller pousser de la notification à votre utilisateur dans la douche, donc quand il prend sa douche, de lui dire attention, tu dépasses les 60 litres, etc. Alors, il y avait un mode que j'avais intégré si, au bout de 100 litres d'eau consommée, je coupais complètement la lumière de la salle de bain, donc l'utilisateur se retrouve dans le noir, et je lançais une musique de film d'horreur. Je peux vous dire que ça fait vite fuir les utilisateurs, et la règle pour rallumer la lumière et éteindre la musique, c'était de revenir à un débit d'eau à 0. Donc il fallait couper l'eau pour revenir dans un mode en fait classique. Ça marche plutôt pas mal, mais bon, comme j'aime bien prendre des douches, en général, je désactive le système avant de prendre ma douche. L'électricité, bon, c'est toujours le même système. Ma porte de garage, donc là, en fait, c'est un Raspberry Pi qui est connecté et qui pilote un relais sur ma porte de garage pour l'ouvrir-fermer. C'est connecté en constellation, donc j'ai juste développé une application Android également connectée à constellation. Et en fin de compte, en fonction de ma position GPS, je viens tout simplement ouvrir automatiquement la porte de garage. Ça, c'est quelque chose que j'aimais bien aussi, c'est avec toujours un ESP, donc il y en a pour 4 € de matos, un petit décodeur infrarouge, et on décode les signaux infrarouges qu'on reçoit, d'accord, et on l'envoie dans Constellation. Ce qui fait que n'importe quelle application, comme vous l'avez compris, ou objet dans Constellation, peuvent interagir en fonction des signaux décodés. Et donc moi, ce que je m'étais amusé à dire, c'est, vous savez, sur les télécommandes de télé, il y a toujours 40 000 touches qui ne servent à rien. Et donc moi, j'ai dit, tiens, quand tu appuies sur telle touche, tu vas baisser les lumières, telle autre touche, tu montes le chauffage, etc. Ce qui fait que sur ma télécommande qui pilote ma télé, toutes les autres touches qui ne servaient avant à rien, maintenant me permettent de piloter des tâches de la maison que vous avez envie de contrôler quand vous êtes en train de regarder un film, comme la lumière. Des prises connectées, on peut faire aussi le drone, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Mes étudiants ont développé aussi un jeu de fléchettes connectées dans Constellation. La sonnette connectée également, qui va permettre, quand on sonne, d'avoir l'information que quelqu'un sonne et donc de pouvoir me notifier, parce que les caméras sont également connectées dans Constellation. Une push-boulette qui permet de faire de la notification sur smartphone ou sur ordinateur est également connectée. Et c'est intéressant, parce que de ce fait-là, on pense vraiment à l'usage. Mes volets sont également connectés dans Constellation. Donc quand j'ai eu mon fils il y a 1 an, ce que je me suis dit, c'est tiens, si le volet de la chambre de mon fils est fermé, automatiquement, envoie un message à l'ESP pour dire que quand quelqu'un sonne, tu fais toujours ton scénario, mais tu n'actives pas le relais pour ne pas faire sonner le carillon. Ainsi, en une ligne de code, je peux, parce que tout était déjà connecté et avec Constellation, tout le monde parle ensemble, je peux faire un scénario où c'est complètement en fait invisible. Il suffit juste que le volet de la chambre de mon fils soit fermé pour que la sonnette ne fonctionne pas. Et en général, quand il dort, son volet forcément est fermé. Et dès que vous réouvrez le volet, le carillon se remet en route. Si quelqu'un sonne, ça va vraiment faire le bruit. Sachant que les lumières, vous l'avez compris, c'est des Philips Hue, sont également connectées. Donc quand quelqu'un sonne, parce que j'ai pas forcément ma montre pour me notifier, je vais avoir le salon qui va clignoter vert, justement pour indiquer que quelqu'un sonne. On pourrait passer sur d'autres types d'objets. Alors, ce qui est intéressant, c'est que comme tout est connecté, on peut envoyer même toutes ces données, par exemple, dans Azure, on peut l'envoyer dans des reporting Excel, etc. Donc, moi, je l'ai mis, par exemple, dans du Kibana. Donc, en gros, tout ce qui se passe dans la maison, on est capable de l'historiser. Et encore une fois, ce n'est pas une fonctionnalité qui est incluse nativement dans la plateforme. C'est comme tout
discute sur un bus, il suffit juste de prendre une application, de dire, tiens, tout ce qui se passe sur le bus en termes de variables, tu l'aspires, vous l'envoyez dans un fichier Excel, dans une base MySQL, ici dans du Kibana, etc. Moi, je me sers de ça notamment pour faire du reporting et de l'analytics. Je sais exactement quelles étaient les variables de chacun des objets, de chacun des applications connectées dans ma constellation à n'importe quelle seconde depuis maintenant plus de 3 ans. Et donc, et je terminerai par ça, on arrive enfin à créer de la valeur ajoutée et notamment cette fameuse intelligence ambiante. Parce que comme vous l'avez compris, dans ma maison, tout est donné, les state objects, et toute application et objet peuvent être manipulés avec cette fameuse notion justement de message callback. Et donc on est capable de faire, moi ce que j'ai appelé ça le package MyBrain, c'est un package qui ne produit aucune donnée et qui n'expose aucune méthode, mais à l'inverse, ça écoute les données de l'ensemble de la maison. Donc en gros, je vais comprendre ce qui se passe dans la maison, quelle est la température, quel est le seuil de luminosité, est-ce que l'utilisateur est en train de regarder un film, si oui, quel film, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sonne, etc., etc. Et il va pouvoir envoyer des messages aux différents équipements. Et c'est là qu'on va pouvoir justement rentrer de l'intelligence, typiquement gérer la climatisation, pouvoir gérer les lumières. Donc moi, typiquement, quand je monte me coucher le soir, la télé reste ouverte, l'ampli reste ouvert, les lumières restent ouvertes, enfin bref, je ne ferme rien, je vais juste me coucher. La maison comprend que je vais me coucher et orchestre automatiquement la fermeture des volets, des lumières, de l'ampli, de la télé, etc. Comme je vous le disais tout à l'heure, si je prends une douche et que je dépasse un certain seuil, c'est la maison qui automatiquement va prendre des mesures drastiques pour me faire sortir, etc., etc. Comme je vous le disais tout à l'heure, si le volet de la chambre de mon fils est fermé, tu vas pas activer le carillon, etc., etc. Donc on est capable vraiment, de penser usage, des fois de faire des trucs qui ne servent complètement à rien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec une plateforme comme Constellation, c'est entre guillemets tellement facile que ça nous permet de prendre du temps pour justement expérimenter des choses. Alors, juste pour terminer, c'est pas du tout, moi j'utilise forcément Constellation énormément dans le domaine de la Smart Home et de l'IoT, mais vous avez bien compris qu'à partir du moment où on est capable d'interconnecter des objets, des applications, que ce soit des applications lourdes, des applications mobiles, des applications web et des services, en fin de compte, on peut vraiment adapter cette plateforme à différents usages et pas forcément que sur la Smart Home. Donc en résumé, Constellation est une plateforme d'orchestration, une plateforme de messaging qui permet de faire parler tout le monde ensemble. La notion de state object qui nous permet de récupérer l'ensemble des variables produites par l'ensemble des systèmes connectés, multiples API, donc vous pouvez y aller, un catalogue de packages qui est déjà bien rempli, et puis bien sûr un SDK notamment intégré dans Visual Studio qui vous permet de développer en fait très rapidement vos scénarios dans Constellation. Si vous voulez en tout cas accéder à la plateforme, n'hésitez pas, c'est sur developer.myconstellation.io et vous avez, alors c'est encore en bêta privée, mais n'hésitez pas à vous inscrire, je me ferai un plaisir de vous ouvrir l'accès. Et puis je vous remercie pour votre attention et puis bonne fin de journée.